Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis professeure des universités praticiens hospitaliers en biologie orale. Ma compétence clinique, c'est la biologie, mais aussi l'odontologie pédiatrique. Je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires et le réseau ORAR. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation d'Ariane pour vous parler un petit peu de nos activités et essayer de comprendre finalement les fondements biologiques que je mets en œuvre dans le cadre du centre de référence et en particulier dans le cadre du diagnostic clinique en utilisant un outil qui nous permet d'appuyer, d'asseoir le diagnostic moléculaire, qui est un panel utilisant les nouvelles technologies de séquençage à haut débit et qui s'appelle Génodan. Donc, je vous ai préparé un certain nombre de diapositives. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Je vois plutôt ça comme une conversation, surtout que nous sommes en petit nombre, que comme un cours très, très formel. S'il y avait des éléments qui vous sont extrêmement familiers, n'hésitez pas à m'interrompre. Ou au contraire, si vous voulez approfondir certaines idées, concepts, c'est la même chose, hein. Voilà, alors on travaille dans le domaine des maladies rares, mais je pense que vous connaissez parfaitement ce domaine. La prévalence, moins d'une personne sur 2000, la difficulté d'accès au diagnostic, que ce soit au diagnostic clinique ou au diagnostic moléculaire, et donc à un diagnostic de certitude, avec la problématique de l'errance qui, dans nos maladies, je dirais, est plus proche de 9 que de 5 ans, hein. Ce sont des maladies souvent progressives qui n'ont pas de traitement, si ce n'est tous les traitements de réhabilitation de la cavité buccale, en tout cas pour les maladies rares à expression bucco-dentaire, que l'on peut proposer aux patients. Donc cette errance, les chiffres varient, hein, 9 ans, 5 ans, mais je pense on est à peu près dans cette fourchette pour nos maladies. Ce sont des maladies rares, mais je pense que c'est une fausse impression qui nous nuit un tout petit peu parce que ces maladies sont nombreuses et donc on dit qu'une personne sur 12 ou une personne sur 20, ça dépend aussi un petit peu des chiffres, est atteinte de maladies rares. Donc on va forcément retrouver ces patients dans les cabinets dentaires, bon, dans les centres spécialisés évidemment, mais tout un chacun va rencontrer dans sa vie professionnelle de nombreux patients atteints de maladies rares, à expression bucco-dentaire ou non d'ailleurs. Donc, parmi ces 7000 maladies rares, 7000 syndromes, vous voyez qu'un nombre tout à fait conséquent ont des anomalies dans la cavité buccale. Un nombre aussi important peuvent présenter des fentes labiales palatines ou labiopalatines. Et donc, ces problématiques d'errance, de difficultés de prise en charge, je crois qu'elles sont décuplées dans les maladies de notre périmètre parce que le chirurgien dentiste sait bien regarder la cavité buccale, s'aperçoit que des choses sont différentes, ne sait pas forcément les nommer, ni les mettre en perspective médicale, et donc contribuer à un diagnostic de maladie rare. Et de l'autre côté, nos collègues médecins mésestiment le pouvoir diagnostique des anomalies dentaires du développement et ne pensent pas toujours à interroger ces signes qui sont parfois vraiment contributifs d'un diagnostic de maladie rare plus global. Donc, nous avons plusieurs difficultés là autour de ces maladies précises. Et depuis de nombreuses années, je travaille sur la dent, son développement. Et donc, j'utilise la cavité buccale comme une voie d'exploration en diagnostic, traitement et prise en charge de ces patients maladies rares. Donc, on m'a demandé, et Ariane m'a proposé d'interroger la biologie, et je vais
résumer rapidement quelques concepts de biologie qui vont nous permettre de comprendre peut-être mieux les diagnostics moléculaires. Vous connaissez l'origine duale de la dent, puisqu'on a à la fois l'ectomésenchyme qui provient des crêtes neurales céphaliques et de ces cellules qui migrent vers le premier arc pharyngé. Est-ce que vous voyez ma flèche? Ouais, ok. Et donc, cellules des crêtes neurales céphaliques qui migrent en différentes vagues, qui vont donner, selon les vagues, soit les incisives maxillaires, soit tout le reste des dents, et en particulier la partie ectomésenchymateuse, y compris le parodonte. Interaction avec l'ectoderme oral, qui lui va être à l'origine plutôt de la partie ectodermique épithéliale de la dent avec l'organe de l'émail. Donc après cette migration, comment finalement s'initie le développement dentaire? Et puis on va regarder ce schéma où vraiment de manière très schématique et imparfaite, des premiers signaux sont envoyés par l'ectoderme oral pour restreindre les potentialités dentaires à la cavité buccale. Et là sont mentionnés deux facteurs de croissance avec une expression différentielle en région incisive, région molaire, BMP4, vous le voyez, et FGF8-9. Et suite à ces premiers signaux ectodermiques, on va voir une réponse au niveau de l'ectomésenchyme sous la forme de l'expression différentielle de gènes à homéoboîte divergents. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que sont les gènes à homéoboîte divergents. Non? D'accord, donc je vais y revenir dessus. Donc, vous voyez une espèce de code comme ça, couleur, qui spécifie l'identité de territoire et de région, hein. Et ce code de gènes à homéoboîte divergents fonctionne extrêmement bien, puisque lorsqu'on inactive ces gènes, on voit disparaître les dents qui correspondent au territoire d'expression de ces gènes. Alors, je fais une petite aparté, je reviens sur les gènes à homéoboîte divergents. Oui, il faut allumer votre... Oui, je me demandais pourquoi divergent du coup. Bon, alors, très très simplement, peut-être connaissez-vous les gènes OX. Ça Oui. vous dit quelque chose, les gènes OX, responsables de l'organisation du plan du corps et de la spécification de l'identité de territoire, hein. C'est les homologues chez les vertébrés des gènes hommes de la drosophile, hein, qui sont organisés en clusters. Et ces gènes OX ont une homéoboîte, l'homéobox, qui leur permet de s'attacher à l'ADN et d'activer la transcription de gènes cibles. Ce sont des facteurs de transcription. Ce sont des gènes maîtres ou d'organisation du plan du corps ou de l'identité de territoire. Et donc, ces gènes OX fonctionnent pour le corps en général, mais pas pour la tête. Pour la tête, il y a un autre système, d'autres gènes, hein, qui possèdent aussi cette box, donc, ce qui permet l'accrochage à l'ADN et la transcription de gènes cibles. Et ces gènes sont dits à homéoboîte divergents parce que par opposition aux gènes OX. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et donc, on reconnaît entre autres ces gènes à leur nom, puisqu'ils s'appellent MSX, DLX, BARX, PAX. Hein, ce X signifie la présence de cette homéoboîte qui, dans la protéine, effectivement, va permettre son accrochage à l'ADN et la transcription et l'activation, l'inhibition de gènes cibles. Okay. Donc, ces gènes, ce sont des gènes qui vont préciser l'identité du territoire dans le maxillaire et la mandibule, hein. Et puis, bon, ça peut paraître simpliste, ce code comme ça à couleur, mais il existe vraiment, en tout cas pour certains gènes, puisque, encore une fois, lorsqu'on les inactive, on voit disparaître les dents dans les territoires qui sont spécifiés par l'expression de ces gènes. Et c'est vrai chez l'homme également, hein. Chez l'homme, les dents ne manquent pas au hasard, mais selon des patrons qui correspondent à l'expression des gènes, dont les gènes à homéoboîte divergents. Okay.
Donc, une fois qu'on a... Oui, Comme MSX1 par exemple. comme MSX1. MSX1, les dents qui manquent, c'est pas au hasard. Il y a un patron de dents manquantes liées à MSX1. Il y a un patron de dents manquantes liées à PAX9. Je vous en montrerai quelques exemples. Donc ensuite, va se développer la dent, et la dent se développe à partir d'une placode. Il y a de nombreux organes qui se développent à partir d'une placode. Donc c'est un épaississement de l'ectoderme. Et en dessous, ici, en bleu, nous avons l'ectomésenchyme qui va, par des morphogénèses différentielles, et les interactions épithélio-mésenchymateuses, hein, être à l'origine du développement de nombreux organes. La dent, bien évidemment, mais vous voyez aussi les glandes mammaires, les poils, les cheveux et les plumes chez les oiseaux. Donc, on comprend dans ces systèmes d'interaction, dans ces développements par les placodes, dans ces interactions épithélio-mésenchymateuses, si ce dialogue entre la partie ectodermique et la partie mésenchymateuse de cette dent, organe et interrompu est différent, on va avoir des anomalies de morphogénèse qui peuvent toucher différents organes. C'est particulièrement le cas dans le cadre des dysplasies ectodermiques. Et je salue mes collègues que je vois arriver dans la salle virtuelle. Donc, ces interactions épithélio-mésenchymateuses, elles vont conduire le développement dentaire. Et vous le voyez là schématisé sur cette image où on va passer par différents stades que vous connaissez, hein, lame dentaire, bourgeon, capuchon, cloche, qui est le stade où vont apparaître les différenciations terminales des cellules dans les différents compartiments. Ces interactions épithélio-mésenchymateuses-là sont préfigurées par deux types de molécules, les facteurs de croissance, et on va retrouver la BMP, FGF, sonic, Wnt et les voies de signalisation associées. Et en réponse à ces facteurs de croissance, l'activation de facteurs de transcription qui vont moduler les réponses cellulaires et renvoyer des cellules de l'ectomésenchyme vers la partie ectodermique de la dent, etc. Et si ce dialogue est modifié, interrompu, si les deux compartiments n'arrivent plus à dialoguer, alors on va vers des anomalies du développement. Hein. Ce que l'on voit aussi de la dent, ce sont des modèles murins où on a inactivé les gènes, et vous le voyez dans ce cas-là, on observe un arrêt du développement dentaire, soit au stade de la placode, ou alors à la transition entre bourgeon et capuchon. Hein, et donc là, on aura moins de dents. Les agénésies dentaires sont préfigurées aussi sur ces schémas en vert, les centres de signalisation qui vont diriger la morphogénèse et qui sont les nœuds de l'émail. Vous en trouverez un au niveau de la placode. Hein. Ces centres sont des cellules qui ne se divisent pas, qui vont émettre des signaux, qui vont diriger la morphogénèse. Donc, vous avez le nœud de l'émail primaire au stade de capuchon et ensuite les nœuds de l'émail secondaires au sommet des cuspides au stade de cloche dentaire. Donc, voilà la cloche où les deux compartiments, ici le compartiment ectomésenchymateux, va donner naissance aux odontoblastes, hein, selon un gradient du sommet des cuspides vers le collet. Et vous voyez là ces odontoblastes avec leur prolongement qui synthétise les protéines de la matrice de la prédentine-dentine. Et faisant face dans le compartiment ectodermique, vous allez avoir la différenciation terminale des améloblastes, là aussi en gradient mais décalé dans le temps, hein, puisqu'il faut un peu de prédentine-dentine et la disparition de la membrane basale pour initier la différenciation terminale des améloblastes, qui ensuite vont devenir fonctionnels et synthétiser les protéines de la matrice de l'émail. Mais alors, finalement, tous ces processus biologiques qui ne sont pas du tout exclusifs à la dent,
qui, lorsqu'ils sont perturbés, vont donner des anomalies du développement de la dent, dont vous voyez des exemples sur les images là. Tous ces processus, finalement, vont être figés dans le temps par la minéralisation. Et c'est ce qui va permettre de les observer bien à distance, finalement, du moment d'action de la protéine ou du défaut de fonctionnement de la protéine incriminée. Et donc, on fait un petit peu de la paléopathologie en maladie rare en regardant les dents. Et quand je dis les dents, c'est tout le système dentaire, hein, savoir la mise en place des dents temporaires, leur exfoliation, la mise en place des dents permanentes, hein, et puis leur éruption, l'édification radiculaire. Donc ce développement dentaire, si on considère la période à laquelle il se produit, c'est entre la 6e, 7e semaine du développement embryonnaire chez l'homme jusqu'à, allez, on va dire 18-25 ans, c'est-à-dire la fin de l'édification radiculaire de la 3e molaire aux dents de sagesse. Donc une période de temps extrêmement longue où il est possible d'observer des perturbations de ce développement, ce qui en fait finalement un organe très intéressant. La dent ne va pas non plus subir de remaniement comme pourrait le subir l'os, donc elle va garder intacte, grâce à cette minéralisation, toutes les anomalies du développement. Et c'est un petit peu ce qu'on utilise en clinique lorsque on observe ces anomalies et qu'on essaye de les placer dans un contexte biologique. Ah, pardon. Donc, quand on parle de ces anomalies, de quoi parle-t-on? Hein, des anomalies, je l'ai déjà mentionné, de nombre, de forme, de taille, des anomalies de structure de la dent, donc c'est tout ce qui va constituer les tissus minéralisés, liés aux anomalies de couleur, mais aussi les anomalies du développement de la racine, de l'éruption. Et vous voyez que toutes ces anomalies, nombre, forme, time, c'est un groupe associé d'anomalies, hein. Quand il manque des dents, elles sont souvent plus petites et peuvent être liées à des anomalies de forme, une forme un petit peu plus simplifiée, sont liées aux problématiques du développement que je viens d'évoquer, l'origine des cellules dentaires, où va s'initier le développement, qu'est-ce qui va donner l'identité finalement molaire incisive par l'expression différentielle de différentes molécules, qu'est-ce qui va mettre en place la forme, essentiellement l'identité de l'ectomésenchyme, etc. Donc, à chaque fois qu'on voit une anomalie, on peut revenir aux problématiques du développement et les remettre en perspective et regarder si ces problématiques sont peut-être aussi utilisées pour le développement d'autres systèmes et organes, et donc compléter un examen clinique en regardant plus loin que la cavité buccale. Donc, pour essayer de faire un petit peu un état des maladies rares et des anomalies du développement de la dent, on a publié il y a quelques années, 2019 déjà, grâce à un consortium du réseau ORAR, mais plus largement européen, voire international, un papier que je trouve très intéressant, que vous devriez avoir en lecture de chevet, parce que bon, d'abord il est en accès libre. Il vous donne un certain nombre, il vous précise un certain nombre de maladies rares avec expression bucco-dentaire, et vous voyez le nombre de maladies associées aux hypo-oligodonties ou aux anomalies de l'émail, hein. Ce sont de vastes groupes de maladies rares, hein, qui peuvent être soit isolées, soit associées à d'autres symptômes dans le cadre de syndromes. Et il me paraît, là en préambule, déjà très difficile de concevoir une maladie rare sous un aspect isolé, tant les processus biologiques qui mettent en place la dent ne sont pas du tout spécifiques. Donc, quand on a une anomalie dentaire, on va toujours essayer de voir s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé, d'autres anomalies associées, pour ouvrir peut-être le diagnostic vers une maladie rare beaucoup plus large et non limitée à la cavité buccale.
Donc, dans ce papier, vous avez non seulement cette liste de maladies qui précise un peu le champ d'expertise, mais vous avez aussi pour chaque type d'anomalie du développement une description clinique, à la fois écrite, mais aussi sous la forme de photos, de radio. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on se pose la question sur, tiens, qu'est-ce que c'est que cette anomalie? Est-ce que je peux la retrouver? Ça donne vraiment une espèce de dictionnaire visuel qui aide à la compréhension et au diagnostic de ces anomalies du développement. Voilà. Donc, le travail qu'on a mené dans le cadre de ces maladies rares à expression bucco-dentaire, on a pu le voir évoluer ou le faire évoluer dans le cadre de la prise en charge des maladies rares et de la structuration de cette prise en charge dans les plans nationaux maladies rares. Et nous en sommes au PNMR3, Plan national maladies rares numéro 3. Donc, vous le voyez, on a été labellisé pour la première fois en 2006. Et ce premier plan a permis la mise en place des centres de référence, des centres de compétences. On avait un autre nom à l'époque. Ensuite, on a été renouvelé dans la labellisation numéro 2. Et cette labellisation a permis de regrouper les thématiques maladies rares en filières. Nous faisons partie de la filière tête-cou et il y a 23 filières maladies rares en France. Et je vous ai mis quelques-uns des objectifs du 3e plan maladies rares qui est encore en cours. Un 4e plan est en discussion et en élaboration. Mais vous le voyez, l'idée, c'est toujours d'aller vers un diagnostic plus rapide, de réduire cette errance. Alors, l'objectif quantifié réduit à 1 an, ce serait fantastique, permettrait aux patients d'entrer plus vite dans le cadre de la prise en charge thérapeutique et de la reconnaissance de la maladie. Renforcer la structuration des bases de données, parce qu'on a besoin d'informations, de données structurées, en particulier via la base nationale de données maladies rares, la BNDMR. Accroître le potentiel de recherche, je pense que là, tout le monde serait d'accord sur ces items. Assurer un parcours plus lisible, encourager l'innovation et conforter le rôle de la France dans la dynamique européenne. Parce que cette structuration maladie rare, elle a été finalement transposée à l'échelle européenne, en particulier cette idée des filières, puisqu'il existe à l'échelle européenne les réseaux européens de référence et nous faisons partie de l'ERN Cranio. Je crois que j'ai mis une diapo un petit peu plus loin. Donc, nous avons juste candidaté pour une nouvelle phase de labellisation. Donc, vous trouverez les renseignements sur les centres dans le PNMR3 sur ce site, ainsi que beaucoup d'informations autour des maladies rares du réseau. Voici la façon dont nous étions structurés jusqu'à 2023 finalement. Vous voyez avec... donc on est là, l'équipe des Bleus, hein, avec le Rothschild à Paris, Strasbourg, et puis 16 centres de compétences en région, associés aux autres centres dans le cadre de la filière tête-cou. Et vous trouvez aussi tout un tas d'informations sur cette filière. Je pense que vous êtes bien placé à Paris pour regarder. Nous allons avoir une journée recherche bientôt. Je vous inviterai à présenter votre travail et à faire participer à cette manifestation, mais vous trouverez tout en ligne et Ariane se fera un plaisir, je pense, de vous aiguiller. Donc voilà maintenant cette nouvelle labellisation 2023 dont nous attendons la publication, paraît-il, tout à fait prochainement. Le réseau s'est étendu.
Donc nous avons toujours cette interaction privilégiée entre Strasbourg et Paris-Rothschild, mais d'autres centres sont venus enrichir les centres de référence avec un centre à Marseille et un centre à Toulouse et 21 centres de compétences, à la fois en France, mais aussi dans les territoires ultramarins. C'est donc un challenge de taille, hein, finalement, de travailler à cette échelle et de favoriser la prise en charge des patients maladies rares. Alors, voilà en gros un petit peu notre organisation. Je mentionnerai, outre les centres impliqués, les associations de malades qui font partie intégrante du réseau et qui sont très importantes, hein, à toutes les niveaux et pour toutes les activités. Et aussi les laboratoires de recherche qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension de ces maladies rares et dans la proposition thérapeutique que l'on peut faire à ces patients. Donc, vous voyez, on a des objectifs, des missions qu'on détaillera peut-être à une autre occasion et qui vont nous permettre de travailler en collégialité pour améliorer la prise en charge de ces patients. Donc, à l'échelle européenne, vous trouverez de l'information aussi sur le RN Cranio. Donc, c'est un petit peu comme une filière, mais à une échelle différente. Nous avons travaillé sur la période de labellisation 2017-2022. Nous avons eu le bonheur de refaire la labellisation à l'échelle européenne aussi cette année. Et donc, nous partons maintenant jusqu'en 2027. Et vous le voyez, il y a deux, finalement, groupes qui s'intéressent à la cavité buccale. Un groupe qui est plus orienté sur la prise en charge des patients avec fente et l'autre plus sur les anomalies dentaires du développement. Nous avons élaboré notamment des vidéos qui sont disponibles, en particulier sur les amélogénèses imparfaites. Je vous inviterai à vous connecter et à regarder. On a fait aussi un petit film sur les hypo-oligodonties, mais surtout les prothèses transitoires chez l'enfant dans ce contexte. Donc, comment on peut aller vers la réduction de l'errance diagnostique et les impasses diagnostiques en cadre du plan, du troisième plan maladie rare, vous le voyez, au travers de deux actions, structurer l'offre de diagnostic, génétique et non génétique, et définir l'accès et en particulier vers le séquençage à haut débit à l'échelle du génome via le plan France Médecine Génomique 2025. Donc, quand on va vers ce diagnostic génétique, on est dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée par le génome, par le séquençage à haut débit, et là, véritablement, dans la médecine bucco-dentaire personnalisée. Cette médecine personnalisée a d'autres noms, ce n'est pas un concept récent finalement, hein, puisque vous voyez, on en parle déjà depuis 2002. On l'appelle aussi la médecine de précision, la médecine des 4P, prévention, prédiction, personnalisation, participative. Ça, c'est très important, hein, le patient participe, et en particulier consent à partager ses données. Aussi la médecine des 5P, des 6P, donc prouvé, evidence-based medicine, hein, et précision, le bon diagnostic pour la bonne prise en charge du patient. Et pourquoi cette médecine génomique est maintenant possible? D'abord, c'est parce qu'elle est accessible. On a à la fois un grand saut technologique. Ces technologies sont, plus faciles à mettre en œuvre. Il y a des développements continus. 2, elles sont de moins en moins chères. Donc, elles sont accessibles au système de santé. Ce ne sont plus des technologies qui sont confinées à la recherche, mais qui véritablement s'inscrivent dans le soin. C'est pour ça que c'est possible.
Et cette médecine génomique, elle va toucher tous les domaines de la médecine, hein, que ce soit, je sais pas moi, la génétique, ça c'est évident, mais aussi la cardiologie, mais aussi la pharmacologie, évidemment le cancer. Donc, toutes ces pathologies vont pouvoir être examinées aussi à l'échelle de l'ADN, et des options thérapeutiques ou des prises en charge différentes seront proposées aux patients. Donc, j'ai eu la chance de m'intéresser à cette médecine personnalisée depuis un certain nombre d'années, et au décours de financement, d'arriver à mettre en œuvre ce diagnostic génétique. Alors, j'ai d'abord commencé par le patient parce que je pense que c'est le plus important, recueillir des données standardisées, reproductibles, interrogeables à tout moment, via un protocole d'examen de la cavité buccale que j'ai développé dans le cadre d'une base de données qui s'appelle D4 pour diagnostiquer les défauts dentaires base de données. C'est une base que j'ai développée depuis l'an 2000 à peu près, qui est passée par plusieurs étapes. Donc, il vous faut un diagnostic clinique vraiment tout à fait, je dirais, accurate, précis, hein, tout à fait précis. Parce que si vous vous trompez dans le diagnostic, ou s'il n'est pas suffisamment précis, vous ne pourrez pas interpréter les résultats de génétique, ou alors de façon incomplète. Donc, à partir de ces données, de cette base, ensuite, s'est posé la question de transformer ou d'ajouter au diagnostic clinique le diagnostic moléculaire. On a utilisé différentes approches. D'abord, on reconnaît une maladie, on connaît le gène, on va séquencer le gène. S'il est connu, en utilisant des techniques de séquençage Sanger. Bon, ça peut être fastidieux, et c'est pas très efficace, hein, on va dire ça comme ça. Et puis souvent, le gène n'est pas connu. Donc, sauf si on a une signature diagnostique très précise, le gène est le plus souvent non connu. Il faut savoir aussi que, par exemple, dans les hypo-oligodonties, les maladies, on ne reconnaît pas forcément le patron. Il y a un grand groupe de maladies, plus d'une centaine, avec peut-être des chevauchements. Donc, aller vers le gène tout de suite, ce n'est pas forcément facile. On peut explorer de manière beaucoup plus large. C'est ce que j'ai choisi de faire en utilisant ce panel, c'est-à-dire d'interroger en une fois tous les gènes que l'on connaît impliqués dans le développement dentaire et dans les anomalies du développement dentaire chez l'homme, mais aussi dans les modèles murins. Donc, il y a là dans ce panel à la fois un panel diagnostique et un panel, on va dire, recherche, hein, pour essayer de trouver de nouveaux gènes et de les faire passer de « je suis impliqué dans le développement et les anomalies du développement chez la souris » vers « j'ai contribué à reconnaître dans une famille un gène, une mutation, un variant qui est susceptible d'être impliqué en pathologie humaine ». Les panels sont relativement bon marché, entre guillemets, les analyses qui en résultent à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, on se pose la question, finalement, un grand panel comme ça, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller tout de suite vers des technologies qui vont examiner soit tout l'exome, c'est-à-dire toutes les séquences codantes d'un individu, voire tout le génome, c'est-à-dire à la fois les séquences codantes, les séquences non codantes, les séquences régulatrices, enfin tout le patrimoine génétique d'un individu. C'est une question de coût. L'exome est beaucoup plus abordable, donc par rapport à un panel, on va dire qu'on se rapproche, avec une couverture beaucoup plus large, permet sans doute de diagnostiquer des nouveaux gènes, et surtout, au fur et à mesure de l'évolution des connaissances, de relire finalement des résultats pour
peut-être mieux comprendre les maladies sans sans repasser par un séquençage. Donc c'est une bonne idée. Le génome aussi, c'est une bonne idée. Mais quand on change d'échelle, exome et surtout génome, les difficultés, ce sont les difficultés de lecture des résultats et d'interprétation des résultats. Et ça, on sait faire, mais pas encore avec une rapidité exemplaire qui permette l'utilisation vraiment quotidienne dans le contexte du soin, hein. Alors attention, le plan en France Médecine Génomique vise à ça, hein, vise à développer le whole génome, donc pour tous les patients qui ont des anomalies du développement ou des maladies rares, on va dire comme ça. Donc, et ensuite de combiner diagnostic génétique et diagnostic clinique, bien entendu. Donc, quand on va utiliser ces techniques, on va identifier des variants, dont je reparlerai, et certains de ces variants, pour lesquels on ne connaît pas forcément le pouvoir pathogène, vont peut-être nécessiter une validation fonctionnelle, et c'est là où on revient vers la recherche pour faire sens finalement de la pathogénicité de ces variants. Donc la base de données, Marzena Kakjewinski, notre attachée de recherche clinique, maintient maintenant cet outil depuis de nombreuses années et l'enrichit régulièrement. Et vous voyez un petit peu le nombre de patients et de maladies qui sont enregistrés dans cette base. Et l'outil de séquençage à haut débit, qui s'appelle Génodan, a d'abord été développé en recherche par Meghana Prasad, vous voyez 2016, transposé dans le cadre du soin dans le laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg en 2019 par Tristan Ray, et maintenant utilisé et développé par Gaëtan Caravello, toujours dans ce contexte du soin, parce que pour moi, c'était très important de pouvoir aboutir à un résultat et le rendre au patient. Quand on travaille dans le contexte de la recherche, on ne peut pas rendre le résultat directement au patient. Il faut que ces analyses soient faites dans un laboratoire de diagnostic agréé pour qu'elles soient inscriptibles dans le dossier médical du patient. Alors, comment ça fonctionne? Donc, tout part d'un patient avec, vous le voyez, la nécessité d'enregistrer ces données et de les qualifier. On travaille, nous, sur la salive parce que c'est un bon moyen, facile d'accès pour le chirurgien dentiste. Et les patients sont tout à fait ravis de cracher dans un petit pot et d'éviter la prise de sang. Attention, hein, ce mode de recueil de l'ADN est utilisable pour les panels et pour les exomes, mais pas pour le génome. Si on veut aller en génome, il faut absolument passer par le sang, parce qu'il ne faut pas de contamination par des génomes bactériens lorsqu'on fait l'analyse. En panel et en exome, on peut s'affranchir de l'utilisation du sang. L'ADN est de très bonne qualité pour les expériences. Donc cet ADN est extrait à partir de la salive. Il est préparé. On va le couper en différents fragments. Plusieurs fragments sont chevauchants. Les fragments vont être identifiés par des amorces. Et c'est cette préparation, cette librairie, qui va être introduite dans les séquenceurs et séquencée selon le code de l'ADN ATCG. Ensuite, ces séquences vont être alignées, hein, les unes par rapport aux autres. Et il y a une grande part d'analyse bioinformatique et de discussion quant à l'utilisation et quant à finalement la recherche de variants, hein. On parle moins de mutations maintenant, on parle de variants. Et l'idée, c'est de trouver le variant pathogène qui correspond à la pathologie et de le confronter au diagnostic clinique. Lorsqu'on a identifié ce variant pathogène, on va toujours vérifier qu'il ségrège de manière adéquate dans la famille, c'est-à-dire qu'il est présent chez les atteints et absent chez les non atteints.
Et ensuite, avec ces éléments, on va rédiger un compte-rendu et on va pouvoir rendre le diagnostic moléculaire au patient. Alors voilà la version du panel, 567 gènes. Si vous avez un gène favori, on peut regarder s'il est sur le panel. C'est la version 6. Là, on a commandé une version 7, puisqu'on a pour l'instant conclu que on resterait sur le panel, en tout cas pour les analyses de première intention. Et on passerait ensuite exome voire génome chez des patients ou des familles avec des phénotypes tout à fait particuliers. Donc, on n'est pas les seuls à faire de l'analyse génétique, vous le savez. Il y a un autre panel à Paris, et Céline Gaucher est fortement impliquée dans ces analyses. Mais peut-être notre particularité à nous, c'est qu'on a cette vision exhaustive des gènes impliqués dans le développement de la dent. Alors, pour essayer de replacer ces analyses génétiques et ces variants dans le contexte de l'organisation du génome, donc je pense que ça, ce sont des éléments que vous connaissez, mais peut-être ignorez-vous que nous avons des variants toutes les 1000 lettres. Et c'est normal, on est tous égaux et tous différents, et ce sont ces variants, non forcément pathogènes d'ailleurs, qui nous permettent d'exprimer notre différence. Mais regardez un petit peu le nombre de variations qu'on va rencontrer dans un exome ou dans un génome, et donc la nécessité de faire sens, de trouver la variation qui va vraiment être en rapport avec la pathologie. Ça, c'est peut-être ce qui est compliqué et ce qui rend ces analyses finalement relativement longues. Si on trouve tout de suite, ce n'est pas un problème. Mais quand on doit se poser des questions biologiques, là, on met beaucoup plus de temps à analyser les résultats. Donc, ces variants sont de différentes catégories. On va rendre aux patients des variants de catégorie 4 ou 5, probablement pathogènes ou vraiment pathogènes. La différence, c'est peut-être le fait que le variant a déjà été publié plusieurs fois dans le contexte de la maladie pour lequel on l'implique. Ça, c'est un variant vraiment pathogène. Si on a une variation stop, une variation décalage de cadre de lecture qui aboutit à une variation stop un peu plus loin, on est sans doute dans les classes 4 ou dans les classes 5. Là où on a plus de mal, et normalement on ne le rend pas aux patients, c'est quand on arrive dans la fenêtre des variants de signification inconnue, ou les VUS, Variant of Unknown Significance. Et parce que là, on a besoin d'aller vers une validation fonctionnelle de ces variants. On ne sait pas si cette variation est véritablement un pouvoir pathogène. Et donc, vous le voyez, ce qu'on obtient, ce sont des fichiers Excel avec toute une liste de variants qu'on va travailler en fonction de la présence chez les atteints, non atteints, en fonction du sexe, en fonction du type de variation, en fonction des prédictions de pathogénicité. Vous voyez, là, c'est incertain, peut-être bénin, incertain, etc. Donc, en faisant du tri et en comparant absolument le patient avec ses apparentés, notamment les deux parents, on travaille en trio, c'est là où ça marche le mieux. On va pouvoir éliminer les variants et essayer de trouver celui qui est en rapport avec la pathologie. Donc, je vais vous donner quelques résultats du panel et on va les discuter. Oui, À propos de la diapo d'avant, oui. ce qui fait qu'un variant va passer du stade 3 au stade 4, par exemple, c'est le fait qu'on le croise plus souvent dans une pathologie que dans une autre, par exemple. Alors, le fait que non, le fait qu'on le retrouve, ce même variant dans plusieurs familles
qu'il ait été décrit dans la littérature, qu'il ait été publié dans ClinVar, qu'il y ait une validation fonctionnelle où on montre dans des systèmes in vitro, laboratoires, que le variant a vraiment un pouvoir pathogène. Tous ces éléments vont pouvoir le permettre de passer du 3 vers le 4. En fait, ce n'est pas un seul argument, mais un faisceau d'arguments. Et dans les logiciels de prédiction de pathogénicité, hein, parce qu'on utilise des logiciels de prédiction, en fait, c'est un faisceau d'arguments biologiques, scientifiques, de génétique, qui vont permettre de classer les variants. D'accord. C'est pas un seul argument, mais plusieurs. La protéine, enfin bon, on croise les données biologiques. On regarde où est le variant, c'est dans un domaine fonctionnel important. Il y a des logiciels de prédiction de pathogénicité. Bon, alors les nouveaux gènes sont souvent, hein, au départ considérés comme, enfin les variants dans les nouveaux gènes sont souvent au départ considérés comme des VUS, parce qu'on ne sait pas non plus, voilà, ça n'a jamais été décrit, et puis ensuite, en tissant un peu les arguments, ça change de catégorie. Et du coup, un gène, par exemple, un variant, il y a 10 ans, pouvait être considéré comme 3 et aujourd'hui est passé à 4 ou 5 au fur et à mesure. Alors oui, oui, si, tout à fait. Ouais. Ça, on voit qu'il y a des variants qui changent de catégorie. Il y a des bases de données de variants, hein. On regarde si le variant est rare ou s'il est... voilà, donc on utilise en fait tout un faisceau, euh, d'arguments. Et donc là, vous voyez le premier variant qu'il y a sur le fichier Excel, c'est un variant LTBP3 qui est associé à une amélogénèse imparfaite, dans lequel il y a quasiment une absence d'émail et une petite taille. Donc, il était à l'état homozygote chez la personne qui a été examinée. C'était une délétion qui introduisait un décalage du cadre de lecture. Bon, effectivement, ensuite, on vous donne exactement la position de la délétion, etc. Et puis, voilà. Et le fichier est beaucoup plus long que ça, hein. Vous n'en voyez qu'un morceau là que j'ai mis. Ça doit prendre énormément de temps à analyser, du coup. Ça prend du temps à analyser, mais c'est pour ça qu'on utilise des logiciels de prédiction euh, et de comparaison des variants, parce qu'on va chercher, est-ce que le variant a déjà été décrit, donc on va faire un grand travail. Oui, c'est très long. Je pense que c'est le moment de l'étape d'analyse qui est le plus long. Et encore une fois, si la mutation, enfin le variant est évident, voilà, ça c'est facile. Mais sinon, là, ça prend du temps. Et ça vaut la peine aussi de relire les dossiers, de re-regarder, parce que vous l'avez dit très justement, les connaissances évoluent et changent. Et donc, on peut, à un moment où on a identifié des variants, ceci change de catégorie, ou un nouveau gène a été décrit, et puis on trouve vraiment un variant dans ce gène et ça fait sens. Il faut revoir les dossiers des patients pour lesquels on n'a pas de résultats ou des résultats uniquement de classe 3. Il faut le faire régulièrement. Donc, quelques résultats du panel. On va regarder d'abord les hypooligodonties. Vous voyez, entre autres, les gènes qui sont impliqués dans ces anomalies dentaires de nombre par défaut. Et j'ai mis en gras les gènes pour lesquels on a trouvé des variants dans les patients de la cohorte. Alors là, on est dans la famille des dysplasies ectodermiques, hein, EDA lié à l'X et DAR son récepteur. Vous retrouvez évidemment la voie Wnt, hein, avec les LRP aussi. PAX9, là maintenant vous savez que c'est un gène à homéoboîte divergent. Donc là, clairement,
on voit que le gène majoritaire dans les anomalies dentaires de nombre, c'est le gène Windisa. Et ça, c'est tout à fait conforme aux résultats de la littérature. Le rendu diagnostic positif du panel, 77%, c'est extrêmement bon. Hein, donc, ça veut dire que on arrive véritablement à proposer des diagnostics moléculaires à nos patients en utilisant ces techniques. Mais ça demande, là encore une fois, d'avoir une clinique tout à fait claire. Donc, Windisa, un gène, c'est toujours deux copies, ça vous savez. Quand une des copies du gène présente un variant pathogène, on est dans un mode de transmission autosomique dominant et on a des agénésies avec voilà, 2,8 plus ou moins 3,7 dents manquantes. On est en gros en dessous de 6 dents, de 0 à 6 dents manquantes. Okay. Si on a des variants pathogènes sur les deux allèles du même gène, on est dans un mode de transmission autosomique récessif, les deux copies mutées, et là, on a beaucoup plus de dents absentes. Et donc, vous voyez que les patients dits homozygotes, donc deux mutations, ont vraiment un volume de dents manquantes important. Et donc, c'est le même gène qui va donner, en fonction des signes cliniques, toutes ces maladies rares. En fait, c'est l'expression clinique d'une même maladie qui va de son expression la plus mineure, avec quelques dents manquantes, jusqu'au syndrome de Schultz-Passage, où on a à la fois une kératose, des kystes, une hypotrichose. Enfin, c'est une véritable dysplasie ectodermique, hein, en passant par voilà, des anomalies des dents, des ongles, des cheveux, en différentes compositions. Donc, c'est vraiment un gradient de sévérité, mais c'est la même maladie. Et on va de un allèle à deux allèles mutés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette maladie, finalement, elle est syndromique parce que il y a non seulement des dents manquantes, vous voyez, vous voyez qu'il peut y avoir des anomalies des ongles, donc là, important d'observer tous les phanères et de poser des questions en rapport avec la sudation. Lorsqu'on voit un patient, les cheveux, qui a des dents manquantes, hein, mais aussi de bien finalement examiner la paume des mains et de la palper pour voir si cette paume est moite. Et donc, on arrive souvent à repérer les patients Win10 parce qu'ils ont la paume moite. Donc déjà là, dents manquantes et paume moite, possiblement Win10, et on est dans un cadre syndromique. Ça vous est déjà arrivé, ça, de palper les paumes des mains de vos patients? Non. Mais pourquoi? Parce que les mains moites, c'est le fait qu'il y ait plus de sudation, donc c'est pas... Oui, vous avez une hyperhydrose palmaire, mais une hypohydrose corporelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça peut être invalidant pour le patient. Une fois que vous reposez ces questions, certains disent: ah oui, oui, ça me gêne beaucoup, ça me dérange dans mon travail, etc. Bon, parfois c'est mineur, vous percevez, vous, parce que vous palpez. Et si vous palpez les mains des membres de la famille, vous verrez qu'ils ne sont pas tous pareils, hein. Mais c'est un signe intéressant, je trouve. Okay. Essayez, hein, quand vous avez des patients hypo-oligodontie, et vous voyez si ça oriente votre diagnostic. Donc ça, c'est une mutation de EDA, hein, tout à fait classique chez un garçon qui a une dysplasie ectodermique hypohydrotique liée à l'X, donc il va y avoir beaucoup de dents manquantes, en denture temporaire, en denture permanente, et des anomalies de forme, hein, que ce soit au niveau de la couronne ou au niveau de la racine.
on revient vers nos gènes à homéoboîte divergents et vous voyez, quand on a des mutations de PAX9, on a une agénésie au niveau des molaires. Ça, c'est une signature très facile à repérer. Il manque des molaires, on est probablement dans un contexte de variation pathogène du gène PAX9. Donc là, vous voyez, j'ai toujours mis le mode de transmission. Ensuite, on décrit la mutation en utilisant une terminologie dont on pourrait parler, mais peut-être à une autre occasion. Alors ça, c'est un contexte d'agénésie qui est tout à fait particulier, d'un gène qui s'appelle SMOG2, qu'on avait identifié il y a quelques années, en 2011, sur le phénotype de microdontie des dents temporaires, beaucoup d'agénésie à la mandibule. Vous voyez une espèce de déformation double avec des dents à encoche. Là, on voit aussi là, une formation double. Là aussi, la molaire a une morphologie tout à fait particulière, un développement radiculaire très limité, et puis ces bourrelets d'émail. Donc, il n'y a pas beaucoup de patients qui ont été décrits. Nous, on avait décrit une famille. Ensuite, il y a d'autres patients qui ont été décrits dans la littérature qui ont cette signature diagnostique tout à fait caractéristique des mutations du gène SMOG2, qui est un gène de la matrice extracellulaire liant le calcium. Alors, j'ai mis cette image aussi pour vous montrer que des fois, on va beaucoup plus loin que simplement le contexte des agénésies dentaires. Chez ce patient qui a un retard des acquisitions et d'autres signes dysmorphiques, on a identifié une mutation dans ce CTNNB1 qui est tout à fait en rapport avec la déficience intellectuelle et les agénésies dentaires. Qu'est-ce que c'est CTNNB1? Donc, c'est la caténine bêta 1 qui se trouve tout à fait sur la voie de signalisation Wnt. Et donc, ça, c'est différents gènes de cette voie, dont la caténine bêta 1, qui, vous le voyez, est tout à fait exprimée dans le développement dentaire. Donc, on peut, il faut réfléchir quand on est sur ces agénésies, sur ces gènes, pas forcément uniquement au niveau du gène, mais souvent au niveau de la voie de signalisation, et c'est particulièrement vrai, je pense, pour les dents manquantes. Alors, on passe des dents manquantes vers les anomalies dentaires de la dentine, où là, on revient un tout petit peu à la biologie. La dentine, ça ressemble beaucoup à l'os. C'est pour ça que ces anomalies dentinaires, on va les retrouver en particulier dans les dysplasies squelettiques et les maladies de la mise en place de l'os, si ce n'est que l'os se renouvelle, et qu'on a déjà mentionné que la dent, elle va rester tout à fait figée dans sa structure, avec quand même une dentinogénèse qui est un processus continu, même s'il se ralentit au cours du développement dentaire. Donc, toutes les molécules qui sont précisées là, qui interviennent dans la mise en place de la dentine, il y en a peu qui sont spécifiques de la dent, si ce n'est peut-être le gène DSPP. Et ce gène est un gène majeur impliqué dans les dentinogénèses et les dysplasies dentinaires. Je n'irai pas vers les autres gènes, ou peut-être on en parlera un tout petit peu, qui sont impliqués à la fois dans le développement osseux et dentaire. Donc DSPP, c'est un gène qui code pour 3 protéines, 2 chez l'homme, DSP et DPP. Et vous voyez, lorsqu'on interroge OMIM, qui est une base de données américaine intéressante, qui va recenser toutes les maladies à transmission un gène, une maladie mendélienne, OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man. En association avec DSPP, on retrouve dentinogénèse imparfaite, plusieurs types, et associés ou non à la surdité,
et la dysplasie dentinaire de type 2. Je crois que vous avez un cours spécifique sur les dentinogénèses, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce sont là aussi l'expression à des degrés de sévérité variés de la même maladie. Donc, mode de transmission autosomique dominant. Donc, DSPP, c'est un gène très compliqué à analyser parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans ce gène. Et donc, la lecture du gène et le séquençage est complexe. Donc, on avait travaillé sur une grande famille malgache d'un petit village isolé il y a quelques années. Vous voyez, c'est une famille considérable. Ils pensaient que les dents étaient colorées par le riz rouge, ou il y avait une autre hypothèse qu'ils avaient par l'eau rouge du puits. Mais on arrive tout à fait à suivre le mode de transmission autosomique dominant. Et puis, même si on a une espèce de variabilité entre les individus, à comprendre que c'est une dentinogénèse imparfaite, des années après, on a réussi à identifier la mutation là, dans la partie vraiment de l'exone 5 du gène, et qui était responsable de cette dentinogénèse imparfaite. Donc, je vous ai dit, DSPP, un gène, deux protéines, en tout cas chez l'homme. Il y en a une autre, DGP, mais dans une autre espèce animale. Vous voyez DPP et codé par l'exon 5 et encore pas dans sa totalité. Et DSP, là, c'est à partir de l'exon 2 jusqu'à la partie antérieure, si on peut parler comme ça, de l'exon 5. On a mis du temps, et les équipes ont mis du temps à identifier DSPP parce que justement, c'était un gène et plusieurs protéines, notamment par épissage alternatif, et cette difficulté liée au séquençage. Alors, depuis, on a identifié, en changeant un petit peu de technique, des nouveaux variants, en particulier dans la partie terminale de la protéine. Et vous le voyez, on a une expression clinique qui est un petit peu différente, mais on retrouve la couleur ambrée, plus sévère en denture temporaire qu'en denture permanente, et les signes cliniques visibles sur la radio, les racines courtes, l'oblitération des espaces pulpaires, les couronnes globuleuses, les constructions cervicales, parfois aussi des images d'infections périapicales et des processus infectieux, puisque cette dentine, et en particulier avec une jonction émail-dentine beaucoup plus lâche, l'émail va s'en aller en plaque, la dentine va être exposée dans la cavité buccale, il va y avoir une usure plus prononcée et une invasion bactérienne des canalicules dentinaires qui va permettre finalement d'infecter la pulpe et d'être à l'origine de ces processus infectieux, avec une impossibilité de réaliser des traitements de racines, étant donné que il y a une oblitération des espaces pulpaires par une production de dentine anarchique. Alors, bon, ces dentinogénèses et ces anomalies dentinaires, elles peuvent exister dans plusieurs maladies. Donc ça, c'est la dentinogénèse imparfaite, vous avez reconnu là, une usure très importante. Là, on va être plutôt dans le rachitisme hypophosphatémique lié à l'X. On va avoir ces grandes pulpes, là aussi avec souvent des abcès si on n'intercepte pas ces micro-fissures dans l'émail. Là, on est plutôt dans une anomalie liée à une perte osseuse du parodonte, des mobilités dans une hypophosphatasie. Et là, on est dans une maladie, on a à la fois des anomalies dentinaires et des anomalies améllaires, puisqu'on est dans un syndrome émaillien. Donc la mélogénèse, revenons à notre biologie.
Ce sont donc les cellules d'origine ectodermique de l'épithélium dentaire interne qui vont se différencier en améloblastes. Et ces améloblastes vont avoir différentes vies. Hein. Ils vont devenir fonctionnels là, et vont élaborer les protéines de la matrice de l'émail avec ce prolongement, hein, le prolongement de Toms. Hein. Donc là, vous avez des améloblastes fonctionnels qui élaborent les protéines de la matrice de l'émail. Donc ça, c'est une organisation de l'émail. De nombreuses protéines sont nécessaires, notamment les protéines emblématiques de l'émail, amélogénine, énaméline, améloblastine, etc. Mais ensuite, vous savez aussi que l'émail, c'est 96-98% de minéral. Donc il va falloir se débarrasser du contenu protéique pour aller vers une complète minéralisation. Et ça va se faire pendant le processus de maturation de l'émail. Hein. Et donc, pendant la maturation de l'émail, vous voyez, cet améloblaste est un petit peu transformé. Il va à la fois, via les enzymes kallikrein 4 et MMP20, résorber les protéines de la matrice de l'émail, les dégrader, les réinternaliser, etc. Et il va permettre les apports de calcium, de phosphate pour la croissance des cristaux d'hydroxyapatite, qui sont les plus gros cristaux d'hydroxyapatite que l'on connaisse, qui vont conférer à l'émail ces propriétés absolument incroyables. Donc ces cellules, ensuite, vous le savez, une fois qu'elles ont élaboré l'émail, que la dent est arrivée dans la cavité buccale, elles vont disparaître. Et donc l'émail, c'est pas un tissu, c'est une structure, c'est pas de cellules à l'intérieur qui n'est pas capable de se régénérer ni de se réparer. C'est très important de comprendre le cycle de vie de l'améloblaste. Et donc, en fonction de ces différentes étapes, on va avoir des amélogénèses imparfaites différentes. Là, plutôt en rapport avec les quantités de protéines au stage de sécrétion. Donc, on sera plutôt dans une amélogénèse imparfaite avec un défaut quantitatif, donc dite hypoplasique. Et là, on va plutôt affecter la qualité de l'émail, un émail moins minéralisé, donc une amélogénèse imparfaite hypominéralisée ou hypomature. Okay. Et donc là, c'est pour replacer sur ce schéma de l'améloblaste différentes molécules qui vont être impliquées dans les amélogénèses imparfaites. Là où c'est très important aussi, c'est que cette cellule a besoin de s'attacher à son support via des intégrines, via des laminines. Et donc tout ce système d'attache, lorsqu'il est perturbé, va donner des amélogénèses imparfaites de type hypoplasique très particulière avec un émail piqueté. Donc voilà ces défauts, hein, soit quantitatifs, soit qualitatifs. Hein, et ça dépend de l'avancée du processus de maturation. Finalement, là, on a un émail mou, poreux, très, très coloré. Et là, par contre, on est déjà un peu plus loin dans la maturation. Donc, on a un émail qui n'est pas translucide, qui est un petit peu blanc laiteux, mais on a quand même la forme de la dent qui est préservée et l'émail qui a une dureté suffisante pour assurer la protection de la dent et jouer son rôle de barrière. Donc, si on regarde un petit peu là aussi le taux de détection de ces amélogénèses imparfaites via le diagnostic moléculaire, on est aussi sur un très bon taux. On va retrouver beaucoup de mutations liées à MMP20, donc ça c'est une des métalloprotéases qui dégrade la matrice, donc une forme hypomature. Là, le FAM83H, c'est une forme hypominéralisée. Après là, on est syndrome émail-rein. Donc voilà un petit peu la répartition des éléments qu'on a pu mettre en œuvre via le panel. Alors finalement, à quoi ça sert de poser un diagnostic moléculaire? Soit de discriminer entre une maladie dite isolée et une maladie syndromique. Ça, c'est un bon exemple où un enfant vient avec une amélogénèse imparfaite et où le diagnostic génétique
trouve une mutation, un variant pathogène dans ce gène qui est responsable d'un syndrome qui associe dystrophie rétinienne et amélogénèse imparfaite. Donc là, c'est compliqué, vous avez des problèmes d'émail, on réfère le patient au centre de référence des maladies ophtalmo, et puis effectivement, le patient qui est très jeune, là, a quand même une dystrophie des cônes et des bâtonnets, et donc un diagnostic beaucoup plus global, qui n'aurait pas été posé à cet âge-là s'il n'y avait pas eu le diagnostic moléculaire. On peut changer un diagnostic. Voilà, 2 patients qui ont une amélogénèse imparfaite hypoplasique. Vous voyez, on voit bien que la surface est un peu grumeleuse, mais ils n'ont pas le même diagnostic, hein. De temps en temps, je vous mets aussi les notions d'errance diagnostique. Celui-là, il a une dysplasie spondylo-épiphysaire et cette patiente a une mucopolysaccharidose de type 4. En fait, ils ont tous les deux une mutation dans ce gène, hein. Et une fois que cette mutation a été trouvée chez ce patient, le diagnostic de mucopolysaccharidose a été confirmé d'un point de vue biochimique, hein, et puis les analyses ont été refaites. Si vous avez un autre diagnostic, vous avez peut-être un autre traitement, hein, une autre prise en charge, hein, et il y a un centre de référence qui est spécifique pour les mucopolysaccharidoses. On peut trouver des nouvelles maladies et des nouveaux gènes. Ce sont des patients là qui, enfin en tout cas une des familles, qui étaient négatives au panel, mais qui avaient quand même une association entre une épilepsie et une amélogénèse imparfaite. C'est un syndrome de Cole-Shouter-Tons, mais sans identification de mutation dans le gène connu qui était le gène ROCD. Donc en collaborant avec d'autres équipes, en particulier autrichiennes, qui avaient déjà identifié le premier gène derrière le syndrome de Cole-Shouter-Tons, on a pu mettre en évidence ce gène qui est un transporteur, hein, et qui est impliqué dans cette amélogénèse imparfaite. Et vous voyez que le simple phénotype dentaire permet de discriminer entre les différentes formes de Cole-Shouter-Tons, puisque celui avec ROCD, on a une amélogénèse imparfaite là, hypomature. Vous voyez, on a tout le volume de l'émail, mais il est moins minéralisé. Alors que là, en cas de mutation du SLC 13A5, donc ce transporteur de citrate, on a une amélogénèse imparfaite hypoplasique. Ça, c'est ce que j'appelle une signature diagnostique. Épilepsie, et on reconnaît le type d'amélogénèse imparfaite, on est presque déjà sur la voie de la maladie rare. On peut aussi identifier des phénotypes plus discrets et reconnaître des maladies qui ne seraient pas reconnues. C'est ce qui arrivait à ce patient qui a une dysplasie squelettique, une petite taille, dont on avait envoyé le dossier à Necker, qu'il avait revu, qui n'avait pas identifié cette dysplasie squelettique, malgré l'amélogénèse imparfaite. Il se trouve qu'au même moment, Necker travaillait sur ce gène dans le cadre de dysplasie squelettique beaucoup plus sévère, a publié d'ailleurs le gène. Et nous, finalement, on vient avec ce phénotype moins sévère, mais qui est contributif de cette maladie, hein. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment, parce que je pense qu'on a des spectres parfois difficiles à identifier de maladies rares, à aller vers le diagnostic génétique. Ça permet de faire des corrélations phénotype-génotype. Et c'est justement cette idée de révision de la classification des amélogénèses imparfaites qui nous a amené à identifier le diagnostic génétique dans une cohorte relativement étendue de patients avec amélogénèse imparfaite. Il y avait plus de 200 patients, hein. Et vous voyez que toutes ces amélogénèses imparfaites ne se valent pas, hein. On a ces défauts piquetés. On a une amélogénèse hypoplasique là, avec un patron en bande chez une femme qui a une mutation dans le gène qui code pour l'amélogénine, alors que là, le garçon n'a pratiquement pas d'émail, hein. Je vous rappelle qu'il n'a qu'un X, et que là, il y a 2 X, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'ionisation, hein. Et donc, en reconnaissant les différents types, hein, là, on est plutôt sur un type hypomature, avec ses enzymes
qui vont dégrader la matrice en reconnaissant le phénotype. On comprend un tout petit peu mieux, je trouve, comment fonctionnent ces molécules au cours de la mélogénèse et comment, lorsqu'elles sont perturbées suite à des défauts ou des changements ou des variations génétiques, elles sont impliquées dans les amélogénèses imparfaites. D'où l'idée de proposer cette révision de la classification en ajoutant les données moléculaires à des données cliniques qui étaient quand même remarquables, puisqu'elles ont permis à M. Whitcop de proposer cette classification. Donc là aussi, c'est toujours très important d'interagir et de travailler avec les associations de patients, puisque ça aide vraiment à la prise en charge, à la compréhension de ces maladies. Et je pense que c'est important dans le réseau d'interagir directement avec les patients qui sont tout à fait intéressés par la recherche également. Donc, ça sert aussi à orienter la prise en charge. Là, j'ai pris un autre exemple où on a une anomalie de forme et de taille avec des dents globodontes qui, lorsqu'elles sont reconnues, c'est le syndrome autodental, doit faire rechercher absolument chez les patients une surdité qui a été bien évidemment identifiée. Là, c'est une délétion qui emporte FGFR3 et qui est donc à l'origine de ce syndrome. Ça permet d'aller vers le conseil génétique en interaction évidemment avec nos collègues généticiens. C'est particulièrement important là pour cette jeune femme qui présente une mutation dans le gène EDA. Je vous ai montré un garçon tout à l'heure avec une dysplasie ectodermique liée à l'X. Garçon, c'est un X, une maladie complète dans son expression clinique. Chez une fille, 2X, les signes vont être beaucoup plus discrets, parfois limités à des dents manquantes, mais cette jeune femme, si elle a un enfant, il pourrait tout à fait exprimer, et si c'est un garçon, le spectre complet de la dysplasie ectodermique. Et bon, les dents, c'est OK, mais sans glande sudoripare, l'enfant et l'adulte ne régulent pas sa température et ça peut avoir quand même des répercussions et engager le pronostic vital. Donc, important d'avoir ce diagnostic, en particulier d'identifier les femmes dites vectrices, donc qui n'ont qu'une mutation et qui expriment très faiblement la maladie. Ce qui me permet d'aller vers la recherche, puisque des recherches sont menées et il existe actuellement un essai clinique en cours qui vise à donner au fœtus l'ectodisplasine directement pendant la grossesse pour permettre l'induction de la placode et donc le développement des poils, des ongles, des glandes salivaires, des glandes sudoripares et des dents dans une certaine mesure. Vous savez qu'il y a une temporalité dans le développement dentaire, que les placodes dentaires sont existantes mais décalées dans le temps et qu'un apport de l'ectodisplasine à un temps T ne restaurera pas complètement l'ensemble de la denture plutôt, mais permettra certainement d'augmenter le nombre de dents avec une formation et morphologie peut-être plus structurée pour ces patients et facilitera leur prise en charge. Donc, on a été vers le panel et je vous ai mentionné qu'il y avait cette possibilité d'aller vers le séquençage de tout le génome dans le cadre du plan PFMG 2025 et de la mise en place de ces plateformes. Donc, nous avons structuré ceci. Vous trouvez des informations sur le plan. Nous avons une pré-indication sur les anomalies du développement de la bouche dans un cadre syndromique de préférence, avec la possibilité pour le réseau ou pour les centres de référence des anomalies du développement, d'aller vers cette pré-indication. Il est important de discuter des cas en amont et nous avons des RCP de discussion
qui nous permettent d'inclure les patients dans le plan et via les consultations de génétique locale, d'envoyer leurs données cliniques et leur ADN. Là, je vous ai dit, il fallait absolument du sang pour aller vers le diagnostic génétique. Donc, il y a 2 plateformes et en fonction de votre localisation géographique, vous dépendez de l'une ou de l'autre des plateformes. Donc, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, l'analyse d'un génome? C'est beaucoup, beaucoup de travail d'interprétation et de classification des données. Hein, il n'y a pas que les variants ponctuels. Hein, déjà, vous voyez 3,5 millions de variants. Vous avez des insertions, des lésions, vous avez le nombre de copies, vous avez des variants de structure, etc. Donc tout ça, il faut faire sens et il faut absolument la biologie derrière la génétique. On ne peut pas faire sens d'un variant sans avoir une bonne connaissance des processus biologiques. Donc, bon, nous avons défini ces critères que doivent présenter les patients, les familles. On travaille toujours en trio, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué si ce n'est pas le cas, pour identifier ces variants en utilisant le whole genome. Donc la médecine personnalisée, c'est bien. Je vous en ai exprimé les avantages. Ça va demander aussi une transformation dans l'organisation de la prise en charge des patients. Et ça pose plein de questions, notamment dans notre domaine, parce que nous sommes considérés comme des spécialistes d'organes. Qui va prescrire ces tests, qui va les interpréter, quelles informations vont être données aux patients, qui va donner l'information, comment on interagit avec les laboratoires et les interprétateurs, qui rend les résultats, qui coordonne les soins. Bon, c'est très difficile pour le généticien de coordonner les soins de la cavité buccale, hein, parce qu'il n'y a pas la compétence associée. Ça génère des données, comment les réanalyser, qui a accès, à qui appartiennent les données, qui va interpréter, qui coordonne. Donc, c'est une vraie transformation de la prise en charge du patient. Et ça demande vraiment un travail pluridisciplinaire et une action concertée entre les services, les laboratoires, l'odontologie, la génétique médicale et bien évidemment la formation des professionnels de santé à l'interface entre ces disciplines. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en vous parlant de la médecine bucco-dentaire de précision. Donc le patient et vous êtes là au centre de ce cercle virtuel qui va du patient vers le recueil de ses données cliniques, génétiques, etc. Parfois la validation fonctionnelle au laboratoire. Je vous ai mis les modèles, les lignées, pour faire sens finalement de ces variations, hein, et revenir comme ça vers le soin. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et vous êtes des professionnels impliqués, consciencieux, au cœur du dispositif pour vos patients. Donc on travaille aussi pour faire connaître ces maladies, pour faire connaître leur prise en charge via des protocoles nationaux de soins que vous pouvez trouver sur le site de l'HAS. Et nous avons participé à de nombreux PNDS, mais aussi coordonné certains d'entre eux autour des amélogénèses, des agénésies dentaires. Et il y en a un en cours d'achèvement autour de la dentinogénèse imparfaite. Donc n'hésitez pas à consulter ces documents et à les partager avec vos collègues et voir avec les patients. C'est vraiment une foule de renseignements pour aider à la prise en charge de ces patients. Et ces maladies rares, finalement, qui peuvent rester ou sembler confidentielles, j'étais ravie de voir que l'OMS les a mentionnées dans le rapport qui vient d'être écrit, notamment dans un contexte peut-être pas encore lié aux soins, mais à la recherche, puisque l'OMS recommande vraiment d'encourager, de soutenir la recherche dans ce domaine particulier. Donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe, hein. Très, très important de concevoir ça en interaction. Dans le domaine des maladies rares, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler en réseau. Et puis,
Voilà, donc ça me paraît une diapositive plus structurée. Je remercie aussi les financeurs qui ont accompagné ce travail. Et puis les membres de l'équipe au sein de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire qui m'accompagnent. Il y a des nouveaux membres là, donc il va falloir enrichir la photographie. Certains ont aussi passé leur doctorat, ont quitté le laboratoire, mais c'est toujours un plaisir d'interagir avec toutes ces nouvelles forces vives qui s'intéressent à la dent et aux maladies rares. Donc, merci beaucoup.